invité, je le rappelle, de cette demi-heure d'émission de Smart Bourse, c'est Patrick Guérin, le directeur de la gestion de Bordier et compagnie à Paris. Rebonjour Patrick. Reprenons la discussion sur le plan des marchés et expliquons aussi comment ça fonctionne. C'est-à-dire que le marché en Europe est déjà à plus 12. Et en fait, c'est ce qu'on essaye d'expliquer dans cette émission depuis quelque temps. C'est que c'est un mouvement qui fait mal. C'est un mouvement qui est dur, qui est douloureux pour un certain nombre d'opérateurs de marché qui ne sont pas suffisamment investis, qui sont souvent benchmarkés, qui ont des indices de référence avec lesquels ils font la course en permanence, et que cette course, elle est déjà largement entamée, en tout cas en ce début d'année 2023. On est semaine 7. Merci pour le rappel. Non, mais je dis ça. Non, mais c'est global. Le chiffre que Barclays nous apportait, c'est que sur le mois de janvier, 2/3 des gestions actives en Europe sous-performent leurs indices. Non, mais ce que je veux dire, c'est important de comprendre ça pour comprendre aussi la dynamique de marché. Oui, c'est d'autant plus important de le comprendre que ça s'inscrit, encore une fois, dans un contexte où 2022 a été une année où on était plutôt incité à rester extrêmement prudent dans nos allocations. Et le mouvement, vous l'avez évoqué, a été d'une brutalité inouïe. Donc, c'est très difficile de faire bouger son allocation en quelques jours, même en quelques semaines, puisque la règle de la construction d'un portefeuille ou dans un portefeuille qui est peu investi, c'est par définition d'agir par étapes. Donc, quand vous avez un marché qui, comme on l'avait vu en janvier, s'emballe littéralement, vous êtes forcément à côté du marché. Alors, toute la difficulté de l'exercice consiste précisément à ne pas l'être trop et essayer d'accompagner le mouvement. Mais là où ça se complique un peu, parce que sinon ça serait trop facile, juste le mouvement, c'est qu'il faut trouver les bons secteurs, il faut être en phase avec les secteurs qui montent. Or, c'est toujours utile de le rappeler, 2022, on est dans une configuration où il fallait être investi plutôt sur les valeurs défensives, plutôt sur les valeurs de santé ou d'énergie, le cas échéant. Malheureusement, 2023, ça ne marche pas. C'est-à-dire que jusqu'à présent, ce sont les deux secteurs que vous avez cités, sont des secteurs qui sont en retard sur la période 2023, sur les 7 semaines de 2023. Absolument. Bon, je raisonne par secteur, bien sûr. Parce que heureusement, le stock picking trouve toute sa grâce, puisque pour parler de santé, en effet, globalement, le secteur de santé en janvier a été plutôt mal orienté, et même sur les premiers mois de février, ça n'est pas démenti. On trouve quand même dans le lot des valeurs qui tirent leur épingle du jeu. Par exemple, AstraZeneca, qui a eu un parcours très compliqué, très chaotique en janvier, mais qui a complètement refait son retard depuis les premiers jours de février. Donc ça veut dire que il faut se garder de toute analyse trop englobante. Donc, il faut être un peu plus avoir le souci du détail. Néanmoins, c'est vrai qu'il faut être investi. Pour revenir au débat d'origine, il faut être investi. On ne peut pas se permettre de rester en dehors du marché. Toujours le fameux acronyme, la peur de manquer, le FOMO, d'être à côté. Bien sûr. Bien sûr. On est en plein dedans, là ? Oui, je pense qu'on est encore en plein dedans, parce que, vous l'évoquiez, beaucoup de gestions privées sont encore extrêmement prudentes. Elles sont extrêmement prudentes, mais elles vont être obligées d'accompagner le marché, parce qu'on ne peut pas rester en cash aujourd'hui. Le coût d'opportunité de rester en cash est beaucoup trop élevé. Alors, on n'est pas forcément benchmarké. Certains le sont, nous ne le sommes pas. Mais en revanche, nos investisseurs, ils le sont. Ils regardent beaucoup les indices. Bien sûr. Il est important de pouvoir justifier, expliquer qu'on n'est pas totalement aveugle et qu'on ne voit pas ce qui se passe. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un appétit retrouvé pour le risque qui, à mon sens, va durer, puisque une grande partie des investisseurs ont intégré le fait que, sans forcément connaître le momentum, les taux d'intérêt vont baisser à un moment ou à un autre. Alors, est-ce que ça va être en 2023 ? Est-ce que ça va être en 2024 ? Ce qui compte, en fait, c'est la manière dont les banques centrales vont communiquer. Alors, la Fed est un peu plus facilitante de ce point de vue, parce que on a entendu, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, Jérôme Powell parler lui-même de désinflation. Il a évoqué le terme. En Europe, on n'y est pas encore. Donc c'est assez intéressant de voir justement qu'on a des marchés d'actions qui montent fortement en Europe, alors même que la Banque Centrale Européenne est très prudente, voire très limitative dans son discours. Et on pourrait comprendre que dans ce cas-là, un investisseur aurait plutôt le goût
de ne pas s'exposer sur un marché où le risque de hausse de taux est encore important, oui, bien sûr. Fort. Et comment on explique alors ce qui paraît contradictoire? Alors, qu'on a commencé à l'expliquer, vous l'avez expliqué. C'est la croissance qui compte? La croissance. Pour les marchés actions? Oui, bien sûr. La croissance et puis aussi, bien entendu, la valorisation. Ouais. On est globalement sur des, je parle au niveau des indices, sur des valorisations qui sont en Europe beaucoup plus faibles qu'aux États-Unis, historiquement. Donc, je pense que pour des investisseurs qui sont un peu incertains sur l'avenir de l'économie américaine, qui redoutent potentiellement des perspectives de récession aux États-Unis, se disent bon, peut-être que c'est pas mal de revenir un peu sur des marchés européens qui sont mieux valorisés parce que moins chers. Oui, c'est ça. Mieux valorisé parce que moins cher. Voilà, ouais. Plus attrayant du point de vue de la... L'Europe est un bon point d'entrée pour des investisseurs qui seraient un peu en retard. C'est ce qu'on... c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Ouais. Comment on rentre un peu finement effectivement dans ce marché, Patrick? Alors évidemment, les valeurs défensives, c'est l'ADN de la maison Bordier. Et de ce point de vue-là, j'imagine que... Non mais justement, comment on ajuste? Parce que le marché est quand même très cyclique. Semi-conducteurs... industriels, etc. C'est quand même des secteurs très cycliques, portés par une résilience économique qui continue de surprendre encore aujourd'hui en Europe. Donc il y a une forme de cohérence par rapport à ça. Est-ce qu'on a envie de capter ce genre de tendance? Est-ce que c'est des tendances qui peuvent encore se développer? Est-ce qu'il faut revenir à quelque chose de plus, voire très défensif? Non, ce qui ne paraît pas être l'ambiance du moment. Non, je pense qu'il faut plutôt avoir une approche un peu blend. Ça veut dire que dans les portefeuilles, il n'est pas aujourd'hui complètement insensé de conserver des expositions défensives, même si je tiens juste à rappeler ici que chez Bordier et compagnie, on n'est pas 100% défensif. On est défensif croissance. C'est pas tout à fait la même chose. Donc on va simplement plutôt rester à l'écart des valeurs qu'on considère comme étant sous-cotées, donc les valeurs value, mais dans notre sélection de titres et dans notre allocation générale, on est plutôt enclin à sélectionner des valeurs dont on pense qu'elles ont un potentiel de dégager de la croissance, même si certaines d'entre elles sont défensives. C'est pas incompatible. Et donc, c'est ce qui nous conduit à ne pas nous écarter, par exemple, du segment de marché, les valeurs du semi-conducteur, qui nous semblent être aujourd'hui, précisément parce qu'elles ont été tellement massacrées en 2022, largement encore intéressantes, même si le parcours boursier depuis le début de l'année est juste incroyable. Mais venant de baisse de 30-40% pour certaines d'entre elles l'an dernier. 30 à 40, absolument. Donc ça ne doit pas nous effrayer. Je crois qu'il ne faut pas s'arrêter aux valorisations actuelles. Ça serait prendre le risque de rater le reste de la hausse, parce qu'il y en aura encore qui viendra. Donc c'est un peu toute la difficulté de l'exercice. Comment est-ce qu'on veut profiter du trend de la réouverture chinoise, de la reprise de la consommation en Chine? Alors on est aux prémices, j'imagine que c'est une tendance qu'il faudra à un moment aussi valider d'une certaine manière. On a des chiffres en temps réel qui permettent de montrer, oui, que la dynamique de mouvement, de trafic, de consommation reprend en Chine et dans la zone asiatique autour de la Chine. Est-ce que c'est quelque chose qu'on a envie de jouer, qu'on peut jouer d'ailleurs sur nos marchés européens, Patrick? Alors, à ça, il y a deux types de réponses. Très clairement, on est assez prudent sur les valeurs chinoises qui vont forcément profiter de la réouverture. En revanche, on est prudent, il faut expliquer pourquoi. On est prudent parce qu'on a connu quand même une année 2022 très compliquée. Donc, avoir une petite pincée, si j'ose dire, d'exposition à la Chine directement, oui, ça fait du sens dans les portefeuilles. En revanche, il nous paraît beaucoup plus judicieux d'être exposé à la Chine indirectement, cette fois-ci à travers des valeurs européennes, en effet, qui ont déjà profité et qui vont continuer à profiter de la réouverture, parce qu'il y a eu un effet d'annonce dont elles ont formidablement profité dès la fin de l'année dernière. Je parle évidemment des valeurs du luxe, mais l'histoire n'est pas finie. Je me plais à rappeler que sur les 2500 milliards de dollars de dépôts chinois, il y a environ... C'est pas moi qui le dis, c'est une estimation du Financial Times. Il y a environ 200 milliards qui pourraient être largement exposés et dépensés pour le loisir, les plaisirs ou des dépenses telles que les valeurs du luxe. Donc, je pense que, et on l'a vu aujourd'hui, vous l'avez en introduction avec Kering, on est totalement dans le sujet. C'est-à-dire que ces entreprises génèrent à peu près 30 ou 40% de leur chiffre d'affaires exposé soit à la Chine, soit à l'Asie au sens large. C'est une très bonne manière d'être exposé au marché chinois que de continuer à être investi, indépendamment de leur prix qui
pourrait paraître dissuasif sur ces valeurs du luxe. Et on n'a pas de doute que le consommateur chinois, après 3 ans quand même très très compliqués, retrouve un appétit pour les produits de Kering, de LVMH, de Hermès. 3 ans, c'est à la fois court et long, peut-être. Est-ce qu'on va retrouver les mêmes comportements de consommation en Chine que ce qu'on avait précédemment ? On a quelques petits indices. Oui, bien sûr. On a vu par exemple que les ventes d'iPhone ont explosé soit au début, soit à la veille du Nouvel An chinois. Enfin, les iPhones ou des Android, bien sûr. Et on a vu aussi les billets d'avion qui ont eux aussi ces petits indicateurs comme ça, qui ont explosé également en Chine. Donc, ce qu'on appelle traditionnellement les revenge spending, donc pardon pour l'anglicisme, mais les dépenses de revanche, si on pouvait traduire ça un peu brutalement. Je ne vois pas pourquoi les plus aisés parmi la population chinoise ne seraient pas tentés de procéder de la même façon. C'est une analyse un peu basique, mais je pense qu'elle a toute sa valeur. Bien sûr, mais confirmé par le discours d'un Kering aujourd'hui, sur les premières semaines de l'année, très encourageant, la Chine. Oui. Et après, il y a aussi d'autres valeurs, au-delà du luxe, qui peuvent être intéressantes à regarder, sont toutes les valeurs qui sont exposées à la Chine indirectement, parce qu'elles sont des valeurs qui exploitent des matières premières, par exemple. Donc là, ça peut être intéressant. C'est des valeurs américaines, pour le coup, qui profiteront aussi de la réouverture chinoise, parce que les besoins vont être de nouveau très importants. Merci beaucoup, merci Patrick, merci Marie d'avoir été les invités de Smart Bourse à la mi-journée. Patrick Guérin, directeur de la gestion de Bordier et compagnie à Paris, et Marie Delessac, je le rappelle, gérante allocataire chez Edmond Rothschild Asset Management. Voilà pour cette édition 12h30, 13h. On se retrouve à 17h en direct sur Bismart.